Alors, 2, 3. Yes. Ouais. Les garçons, Ouais. Oui. vous venez filmer le sketch? Oui, attends, on arrive. on arrive. Attends. Non, je m'arrête. Ça l'ouvrira pas, ça l'ouvrira pas, ça l'ouvrira pas. Les garçons, Ouais, on arrive. Oh. Hop là. Allez, c'est parti. Hop là, 1, 2, 3, 4, je relance. Ok, c'est risqué. Voilà. bon, les garçons, Ouais. c'est maintenant. Oui. Oui, Bon, bah et on finit. Ah Non, allez, arrête. Attends, j'avais les avant. Coucou YouTube! Bienvenue dans cette vidéo du vendredi qui est de plus en plus pleine puisque nous approchons de plus en plus de décembre et de son mois festif de Noël. Et oui, on a pas mal de nouveautés à vous présenter. On en devrait même en avoir plus, mais encore et toujours des retards de livraison. Nous sommes bénis, nous les Bordelais, avec nos chers livreurs. On vous aime, chers livreurs. On aurait dû recevoir aussi Gigamic, dans lequel il y aurait Aurignac. On aurait dû recevoir Yellow, dans lequel il y avait les nouveaux exits, mais aussi la chute du roi de la montagne, le nouveau Unmatch et Alien. Alex. Alien, voilà. Et bien la semaine prochaine. Mais normalement, là, au moment où vous regardez cette vidéo, on les a reçus, normalement. Donc voilà, on va commencer la vidéo tout de suite avec les nouveautés qui sont derrière toi, Alex. Et attendez, j'ai oublié de dire, il y a un focus à la fin de la vidéo, c'est Wingspan AZ. Mimtou, oui Mimtou, vous allez me dire c'est pas une nouveauté, voyons. Eh bien, ceci n'est pas une nouveauté, c'est Mimtou qui a juste pris un petit coup de jeune sur la couverture. Et au niveau des cartes, c'est un peu remis au goût du jour, mais pas une grande différence, pour être honnête. Par contre, super nouveauté, Mimtou Pop Culture. Est-ce que vous êtes prêts à voir Superman qui est sapé comme jamais, ou Buffy qui a un alien qui lui sort du ventre? Voilà, vous avez de tout, comme le montre ce magnifique dos de boîte. Moi, en tant que fan de pop culture, forcément, je préfère celui-ci au classique, mais bon, bah, forcément, lui s'adresse à un public un peu plus spécifique que le Mimtou général. Voilà, hop là, Unsweet. Le jeu qu'on attendait depuis Cannes, on vous en avait parlé dès Cannes, à notre retour de Cannes, ça a été le coup de cœur unanime de nous trois, voilà, et on vous a même fait un focus dessus, donc le revoici. Je vais pas rentrer dans les méga détails puisque j'ai fait un focus, je vous redirige vers celui-ci, Discover, avec sa nouvelle couverture, du coup pas la même que celle dans le focus. Donc cette version là sera de 3 à 8, la précédente n'était pas de 3 à 8, elle était de 3 à 6 je crois. Donc 3 à 8, on va avoir des illustrations, de magnifiques illustrations, on a même dans la boîte un livret qui va vous présenter tous les artistes parce que chaque illustration c'est un artiste différent. Autant vous dire qu'il y en a beaucoup puisqu'il y en a, j'ai pas travaillé mon matos, ah, ils le disent même pas, c'est saleté. Bon, bah, je crois qu'il y en a, comme vous pouvez le voir, beaucoup. Voilà. Oui. Il y en a beaucoup. Donc on dit merci. Ah, mais c'est là. 73 artistes. Parce qu'évidemment, quand j'allais vous citer les illustrateurs, eh ben, je pouvais pas. Il y en a 73. C'est par Roberto Fraga. Il est quand même vachement connu, le monsieur. Hein. Oui, ça va. Hein, quand même. Il a fait. T'en as un en tête? Non, de Roberto Fraga, non, j'en ai pas. Ah, bah, super. si, il y en avait un chez les enfants. Comment il s'appelle? Go la forêt, un truc comme ça, Go en forêt, un truc comme ça. Oui, je vois. J'ai plus là de jeu en tête de Roberto Fraga, mais c'est quelqu'un qui est connu. Si, il avait fait justement le fantôme là, Badabou. Trop Badabou. Bien, mais oui, en plus je l'ai grave kiffé. Bon ben voilà, Roberto Fraga et Juan Manuel Rivero. Donc à partir de 7 ans pour 20 minutes de partie, ce qu'il vous faut, c'est de la musique. Voilà, et ce matériel. Donc vous lancez une musique, c'est en coopératif ou en équipe, ou compétitif, pardon, et vous allez révéler 4 illustrations
tirer de la pioche après avoir choisi la musique ou après avoir lancé en aléatoire une playlist et vous allez voter secrètement chacun pour l'illustration qui vous semble la plus en adéquation avec la musique en cours. Voici normalement les 4 illustrations seront posées à côté d'une sorte de petite tranche de vinyle parce que voilà c'est des pochettes de vinyle. Ça c'est la petite roulette qu'on a chacun pour voter secrètement sur quelle carte nous semble la plus appropriée. Et après on va révéler et on gagne autant de points que de gens d'accord en majorité. C'est-à-dire que si on est 3 sur 4 à avoir voté la même carte, eh bien on aura 3 points. Okay. Et le but c'est qu'au bout de 9 manches, on ait fait le plus de points possible, il y a un barème. Et soit vous êtes des nuls, soit vous êtes moyens, soit vous êtes super forts. Et en compétitif, c'est la même chose, sauf qu'à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. Voilà, donc la grande richesse du jeu, c'est ces illustrations et c'est que c'est infiniment rejouable tant que vous avez de la musique, parce que chaque musique différente, eh bien, vous fera une partie différente. Cool. Voilà. Ensuite, on a, oh là 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 là, Mazette, Micro Macro Trickstown. Donc c'est le 3e et dernier opus, enfin dernier, non, j'en sais rien, mais le dernier sorti, opus de la gamme d'enquête à la Où est Charlie, sur une immense carte où vous allez retracer chronologiquement, enfin anti-chronologiquement, c'est-à-dire que vous allez retracer en arrière en gros les événements pour résoudre des crimes. Ici ça se passe du coup toujours dans la même ville, hein, normalement. Et surtout la grande différence avec les deux autres, c'est que ici c'est des enquêtes plus corsées, ils disent. Eh bien on a essayé et en fait vous n'avez pas de niveau 1 de difficulté dans la boîte et vous avez très peu de niveau 2, je crois que vous avez que 2 enquêtes de niveau 2, vous avez quelques enquêtes de niveau 3 et sinon vous avez quasi que des niveaux 4 et 5. Donc okay. Voilà, vous avez des enquêtes plus difficiles, c'est pour ça que ce jeu est dit plus corsé. Voilà, je crois que c'est bon pour moi. La suite. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse. Ça y est, on s'en souvient, Alice. Il y avait quoi comme jeu pour Roberto Fraga? Eh ben toi, c'était lequel le tien? Eh ben moi c'était attention, prêt, manger. C'était ça le jeu que je cherchais. Et moi, je cherchais Captain Sonar, qui est genre un de mes jeux favoris d'ambiance, voilà. Et puis il a fait Contrario le monsieur quand même. Et puis il a fait River Dragon quand même. Aussi. Bon bref, voilà. Monsieur Fraga, voilà. Je savais bien qu'il pesait dans le game. Hein. Tout à fait. Allez, là, on n'est pas sur un jeu de Roberto Fraga. Non. On est sur Flamecraft. Là, c'est un jeu de Mani Vega. C'est illustré par Sandara Tang. C'est un jeu pour 2 à 4 ou 5 joueurs. Je crois que c'est 5 joueurs, même 1 à 5 joueurs. Il y a un mode solo à l'intérieur. C'est pour des parties d'environ 1 heure, peut-être 1 heure et demie si vous êtes 5. À partir de 10 ans. On avait fait un petit focus dessus, du coup je vais pas trop m'étendre parce qu'en plus là j'ai pas trop le matos pour vous l'expliquer. Le matos c'est oufissime. Hein. Ouais. Et il est seulement à 35 €. J'hésite. Je confirme du coup que c'est vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez un playmat. Hein. Il y a un petit playmat, entre guillemets, il est énorme, c'est un playmat gigantesque. Vous avez des pions en bois de dragon. Des pions en bois de dragon. Et en fait là le jeu, en fait ça mélange de la réalisation d'objectifs et de la collecte de ressources. En fait on va essayer de récupérer des ressources grâce à des boutiques en y déposant en fait des dragons. On fait de l'élevage de dragons, on essaie de trouver des cœurs de métier. On les pose dans des boutiques, ça permet d'activer le pouvoir de la boutique certes, mais ça permet aussi d'activer le pouvoir d'un ou plusieurs dragons. Et du coup on crée des combos comme ça, parce que chaque dragon va avoir sa petite capacité spéciale. Quand il y a une petite flamèche comme ça, on fait leur pouvoir qu'on appelle d'embrasement, ça permet de créer des combos, notamment pour gagner du bonheur, parce que c'est ça le but du jeu. En fait, vous avez une piste ici où il y a du bonheur à gagner, et en fait, notamment le bonheur, on l'acquiert assez rapidement avec des cartes comme ceci. Des cartes en fait qui vont améliorer les boutiques, en créant des améliorations, vous gagnez vachement de bonheur, et parfois même vous repiochez les dragons. Et vous avez une rivière de cartes qui vous permet de piocher des dragons visibles, ou face cachée, enfin c'est vraiment un jeu très accessible. Ce côté combo peut permettre justement à des jeunes joueurs, je dirais, de pouvoir se lancer dans du jeu de combo de cartes sans pour autant avoir trop de complexité. Bref, Flamecraft, ça nous a vraiment plu. C'est tout mignon. C'est très accessible et riche. C'est un jeu très accessible, le fait qu'il soit mignon et le fait qu'il soit riche aussi. Donc voilà, ça c'était la présentation de Flamecraft. Allez voir le focus. C'est des Lucky Luke Games. Ah oui. Très bien. On va enchaîner ici avec un jeu de chez Ouya, un jeu allemand du fameux duo Kramer-Kissling, Wolfgang Kramer et Michael Kissling. Ouais, les tours ambulantes, c'est un jeu pour, alors de mémoire 2 à 6, mais je vais essayer de pas dire de bêtises. Il me semble que oui, parce qu'il y a équipe tout. Ah non, de 1 à 6, mon cher. De 1 à 6, pardon, il y a un mode solo. De 1 à 6. Ici, c'est un jeu, donc là, pour le coup, je vous ai montré le matos. Donc c'est vraiment un jeu d'ambiance, oui et non. C'est un jeu alors de mémoire, certes, un petit peu taquin aussi. En fait, le but du jeu ici, ça va être de remplir ses fioles. Et
en même temps d'avoir envoyé tous ces sorciers, donc on a chacun des sorciers sur autour de ce plateau-là qui vont se balader sur des tours, il faut les envoyer dans le donjon. Quand tous vos sorciers sont dans le donjon et qu'en plus vous avez rempli toutes vos fioles, vous allez gagner la partie. C'est pas gentil de mettre les gens au donjon. Oui, mais là, c'est des sorciers qui essayent de revenir dans le donjon, etc. Au début de la partie, on commence tous avec 3 cartes. Les cartes, il y en a on va dire de 3 types. Vous avez des cartes comme ceci, avec 2 possibilités, soit déplacer des tours du chiffre indiqué, soit déplacer un sorcier. Soit ici déplacer que des sorciers, soit des fois déplacer uniquement des tours du nombre de cases indiquées. Donc j'ai 3 cartes. Au début de mon tour, je peux soit du coup défausser toutes mes cartes parce qu'elles ne me plaisent pas et je déplace une tour. Je vous expliquerai comment on déplace les tours après. Soit du coup je joue une carte et du coup en la jouant, je peux appliquer l'un ou l'autre. Donc là par exemple, je peux déplacer soit une tour de 3, soit un sorcier de 3. Alors déjà je vais commencer par le déplacement des sorciers. Je prends un de mes sorciers, par exemple moi je suis vert. Je peux me déplacer en sachant que le donjon va compter comme une tour et je peux m'y arrêter dedans que si la valeur est exacte de mon déplacement. Donc là par exemple si j'ai un 1, bah, ça tombe bien, je peux mettre ça ici. Mais c'est un 3. Là c'est pas le cas, j'ai un 3, donc du coup je ferai 1, 2 et 3. Voilà, et je m'arrêterai ici. On peut pas excéder 6 sorciers dans une tour. Donc il y a des fois si vous pouvez pas faire le mouvement, bah, vous le faites pas. On peut déplacer des tours. Alors la tour c'est intéressant, si je prends cette tour là par exemple et que je veux la déplacer de 3, je ferai 1, 2 et 3. Et je vais recouvrir un ou plusieurs sorciers. Et ce faisant, ça me permet justement de remplir en fait une de mes potions. Quand je recouvre un ou plusieurs sorciers, je vais pouvoir remplir mes potions. C'est comme ça qu'on les remplit. Et ensuite, comment on les met dans le donjon, bah, c'est grâce au déplacement. Ce qui est très malin quand on déplace une tour, c'est qu'on prend une partie de la tour ou toute la tour. C'est-à-dire qu'en gros, là, si je déplace ma tour de 2, je peux très bien faire 1, 2. Oh là là, elle est grande. Et là, c'est une grande tour, mais je peux aussi très bien faire 1 et 2. Ah oui. Tout simplement. Et au tour d'après, le joueur peut faire très bien 1. Et ainsi de suite. Trop Je ne l'ai pas précisé, mais ici vous avez des petits blasons de corbeaux. Ça, c'est notamment quand on va mettre un sorcier dans le donjon il va se déplacer. Et en fait, il va se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au prochain symbole. Donc, des fois, là, on voit le symbole, mais il ne faut pas qu'il y ait de sorcier dessus. Là, c'est le symbole libre, disponible, donc il va se mettre dessus. Et du coup, lui, t'en as déjà un dedans. Oui, il y a déjà des gars dedans. Parfois, sur certaines cartes, vous allez avoir des symboles de dés. Quand il y a un dé, 2 ou 3 dés, en fait, un dé vous permet de lancer et vous indique ensuite la valeur de déplacement, que ce soit pour la tour ou pour les sorciers. Quand il y a 2 dés, vous avez le droit à 2 relances, et quand vous avez 3 dés, quand il y a 3 dés symbolisés, c'est qu'en fait vous avez le droit à 3 relances. Vous avez également la possibilité, quand vous avez des potions pleines, d'utiliser des capacités spéciales qui sont ici au centre de la table. Avec une potion que je vais placer ici pour indiquer au joueur que j'ai fait le pouvoir, je peux déplacer une tour de 2 cases. En dépensant 2 potions pleines, je peux ici me déplacer un sorcier de 1 case, tout simplement. Ce qui est très cool, c'est que du coup des jetons, vous en avez plein. Ça, c'est pour les parties d'initiation. Mais en fait, des potions, on peut en utiliser comme on le souhaite. À chaque fois, dans les règles, on vous dira au début, jouez avec d'abord cela. Mais si jamais vous voulez varier un peu les plaisirs, vous avez différents pouvoirs avec différentes activations. Trop stylé. Voilà les tours ambulantes. Alors, on notera quand même que le matos, en termes d'édition, c'est juste incroyable. Non, mais alors, c'est tours. Le déplacement des tours, c'est génial en plus. Tu vois, on peut... Et ce qui est très cool, justement, quand des fois, je dis, est-ce que je déplace tout ou pas? Non, allez, je déplace ça. Ah, mais j'ai un sorcier là. Mais je crois qu'il était dans le donjon. Bah non, mais je me suis paumé alors. Et du coup, à chaque fois, on va découvrir. T'en as encore là. Des fois, on va découvrir justement en soulevant des choses. Et du coup, on va essayer de se rappeler en se disant, ok, là-dessous, il y en a un à moins, donc c'est pas la peine que je déplace ça. Il vaut mieux que je déplace toute la tour parce que je l'avance de 3, etc. Il y aura plein de petites réflexions sympas. Et notamment, penser à utiliser les pouvoirs, ça peut être très intéressant. Voilà pour les tours ambulantes. Et je pense qu'après, c'est Antoine qui va enchaîner l'explication. Hello, coucou, salut les gens, on va se faire une petite série de jeux de stratégie ensemble, mais avant, je tiens à vous dire que le magnifique Flamecraft existe aussi en version Deluxe. C'est juste qu'on n'en a pas à la boutique, mais il ne faut pas hésiter à nous le demander si vous le souhaitez en édition Deluxe. Alors évidemment, il est beaucoup plus cher, mais il est quand même beaucoup plus cool, il faut avouer. Même si l'original est très très bien. Voilà, ça c'est dit. Hop là, n'hésitez pas à nous demander. On va attaquer avec Airmail, un jeu de Tony Lopez. C'est un jeu qui a pour thématique le développement de l'aéropostale aux États-Unis dans les années 20. C'est extrêmement spécifique et en même temps c'est un pan de l'histoire qui est fascinant. Donc dans ce jeu on a une carte des États-Unis, double face, il y a le Canada de l'autre côté. Et donc, eh bien, pour la petite histoire, à l'époque, le gouvernement avait dit en gros, les entreprises privées, vous vous débrouillez, on gardera les meilleurs. C'est à peu près ça l'histoire. Je simplifie évidemment. Et donc, les entreprises privées, évidemment, c'est vous. Vous allez avoir vos petits avions de votre couleur, vos petits cubes de votre couleur, et puis vous allez vous poser sur les villes avec des petites cartes de droits, de contrats, pour relier les villes entre elles et simplement essayer de faire un réseau pour répondre à des objectifs.
Voilà en gros. Alors, je vous entends derrière votre écran, vous dites oui, ok, les aventuriers du rail. Oui, mais non. Pourquoi? Oui, bah forcément, on va connecter des villes entre elles sur la carte des États-Unis, alors ça vous y fait penser. Mais non, pourquoi? Eh bien parce que les cartes de contrat, c'est pas des bêtes cartes qu'on va jouer pour avoir le droit de faire des connexions face visible sur la table. Non, en fait, certes, face visible sur la table, on va faire des connexions. Alors ces cartes, elles fonctionnent un petit peu comme des dominos, comme vous pouvez le voir. Il y a toujours deux faces de couleurs différentes et il faudra donc connecter des contrats entre eux. Pour aller faire des connexions sur le plateau, c'est assez thématique en soi. Ce qu'il va y avoir également, c'est qu'on va pouvoir se servir du réseau des autres joueurs. Alors, on va leur distribuer des points, des dollars, mais les dollars c'est des points. Mais si vous calculez bien votre truc, ça peut être rentable. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, faites attention parce qu'il y a aussi peut-être des bêtises à faire. Et en plus de ça, vous allez pouvoir développer votre technologie. En fait, vous allez pouvoir améliorer vos avions afin d'augmenter leur fiabilité, la distance à laquelle ils peuvent livrer, etc. etc. Donc voilà en gros l'idée. On n'est pas sur un jeu non plus méga accessible, dans le sens où, contrairement aux Aventuriers du Rail, et je suis encore désolé de le comparer, c'est pas un jeu qu'on peut conseiller à une famille qui n'y connaît rien du tout en jeu de société moderne et qui peut se lancer. Ça ira très bien si vous êtes joueur, sans problème, c'est pas du tout un jeu complexe, c'est pas du tout un méga jeu expert, c'est pas non plus un jeu porte d'entrée, il se situe un peu entre les deux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux initiés en fait, tout simplement. Voilà donc pour ce petit airmail, façon de dire. Hop là, on va continuer par ici. Coucou toi, il est là, tout va bien. Et on va continuer avec Maui. Alors Maui, c'est un jeu de Grégoire Larger, Franck Ritin et Sébastien Pochon. Alors ce sont peut-être des noms qui vous disent quelque chose. Hop là, je vous montre ça comme ceci rapidement. Là, on a les trois personnages sur ces deux jeux-là, mais indépendamment, ils ont fait quand même un certain nombre de choses. Notamment Sébastien Pochon, on peut également citer le petit Jaipur cher à mon cœur. Il a également bossé sur Jamaïca. Bref, on a une sacrée équipe. Grégoire Larger, Franck Ritin ont fait plein de choses également. On est sur un jeu de pose de tuiles. Tu veux peut-être que je descende la boîte, Alex, il a les bras tendus comme tout. Ok. La thématique, moi je l'aime bien la thématique, elle est rafraîchissante, elle est fraîche, surtout que là il commence à faire froid un petit peu quand on tourne le soir les vidéos, c'est un thème plutôt estival qui réchauffe le cœur. On va aller poser sa serviette sur la plage, ça c'est bien comme thématique. Oui. On a chacun notre plateau individuel, on va partir du bout comme ceci, et à mon tour, je vais pouvoir récupérer l'une des serviettes disponibles dans le marché et je vais pouvoir la poser à la suite d'une serviette que j'ai déjà posée précédemment, enfin de la précédente serviette, tout simplement. S'il n'y a pas de connexion de motifs, parce qu'il va y avoir 3 motifs par serviette, tant pis pour moi, ça me fait juste progresser. C'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment pas le but du jeu. Le but du jeu, ça va être de faire des connexions de motifs. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire une ou plusieurs connexions de motifs, on voit, j'espère ici, une magnifique connexion de 3 jaunes, à chaque fois qu'on a connecté, donc 2 fois, une première fois puis on a connecté, on va aller voir en face, il y a une petite valeur, cette valeur elle va vous faire progresser votre jeton sur le motif correspondant. Il y a un plateau central avec tous les motifs récapitulés, il y a des motifs qui rapportent un petit peu plus de points, alors je suis pas allé fouiller dans le jeu, parce que j'ai un petit peu joué, mais je pense que les motifs qui rapportent un peu plus de points sont probablement un peu plus rares, je ne sais pas, c'est de la supposition. Mais en tout cas, ça va vous faire monter sur une échelle et ça va vous faire gagner des points de manière exponentielle. Au début, un point par un point, puis 2 points par 2 points, puis 3, 4, voilà l'idée. En plus de ça, sur le plateau, il y a les petits tournesols. Ces tournesols, c'est des jetons face cachée. Et si vous arrivez à poser une serviette sur votre tournesol, précisément sur la case, vous allez pouvoir retourner le parasol, n'importe quoi. Il n'y a pas du tout des tournesols. D'accord. Des parasols. Si vous récupérez votre parasol, vous le retournez, et en fait, vous allez pouvoir faire des collections d'objets. On est mort de rire, c'est fini, on n'arrivera pas à finir cette explication. Des collections, donc c'est des petites perles, en fait, ça fait des collections. Là aussi, vous allez gagner des points de manière exponentielle. Ou alors, vous avez des petits motifs et vous allez pouvoir augmenter sur la piste des motifs. Je m'imagine les gens qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'il dit avec ces tournesols? Tournesol sur la plage? Non, pas du tout. Et on a une petite monnaie. Alors je sais plus ce que c'est des perles ou des choses comme ça, je dis encore des bêtises. Non, c'est des petits coquillages. Voilà, des petits coquillages, c'est ça, qu'on va pouvoir dépenser pour aller récupérer des motifs, donc des petites serviettes un peu plus loin dans le marché. Seulement c'est un circuit fermé, ça signifie que comment je vais payer, je vais mettre la monnaie sur le plateau, cette monnaie va y rester, et comme action à mon tour, je peux récupérer toute la monnaie d'un des 2 emplacements disponibles. Voilà donc pour Maui, on est sur un jeu qui est quand même assez facile à prendre en main pour un jeu de pose de tuiles, d'agencement. On n'est pas non plus sur un Azul,
encore que il y a de la bonne prise de tête. Il a l'air simple comme ça, et c'est vrai que comme les règles sont assez simples. Hein, moi, tu vois, là, je t'imagine aller à la plage avec ton tournesol, évidemment. Les règles sont super simples, et il y a une certaine finesse, notamment avec ces petits coquillages, cette petite monnaie qu'on peut dépenser ou pas pour temporiser, en espérant que les autres achètent des petites serviettes et que ça fasse décaler, que vous puissiez acheter moins cher celle qui vous intéresse. Voilà, ça tout simplement. Très très chouette. Ça l'est, c'est franchement très très chouette. Hop là, un jeu plein de tournesols. Juste à côté, on a Azul, maître chocolatier, en édition limitée, mesdames et messieurs. Alors, je vais pas m'épancher dessus, ça va être très très simple. C'est simplement Azul, premier du nom, donc en fait tout simplement celui-ci. À part que c'est une édition limitée, et au lieu d'aller poser des petits azuleros, eh bien on va aller récupérer des petits morceaux de chocolat de Noël en fait, parce que c'est bientôt la période de Noël et c'est simplement un beau cadeau de Noël, je trouve. Et puis voilà, on va récupérer nos petits chocolats, donc tous les chocolats qu'on aime bien retrouver à Noël, les pralinés, celui avec la liqueur infecte dedans que personne ne veut, mais que tu manges quand même à la fin, parce que c'est vrai que c'est pas si mal les chocolats. Voilà donc cette édition limitée. Alors je ne sais pas à combien de boîtes a été fait le tirage, très honnêtement. Nous on a fait un petit joli stock parce qu'on s'est dit que pour Noël ça pouvait vous plaire, donc surtout si vous avez un joli cadeau à faire pour Noël, bah surtout n'hésitez pas. Et je crois qu'on va pouvoir passer du côté du rayon enfant. Ah, c'est une clé magique que j'ai récupérée, ça tombe bien, c'est le jeu Clé magique. Qu'est-ce que donc que cela, à part un de nos coups de cœur de jeu enfant de cette année 2022, aux côtés de Colline au feu follet, et donc notre meuble enfant est actuellement très bien pourvu. Il est parfait. Il est parfait, voilà. C'est un coup de cœur de l'équipe, ce cœur-là devrait être entre les deux. Hop, qu'est-ce que c'est que Clé magique? C'est un jeu, attention je vais tousser, voilà, compétitif à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Les auteurs, alors je vais m'y risquer, c'est Arnaud Steinwender et Marcus Slavicek. Voilà. Et l'illustratrice de talent est Camilla Pérou. Et bravo parce que c'est très joli. C'est très joli, c'est parfaitement bien édité et ce joyau ne vaut que 25 €. Moi je suis toujours hallucinée parce que là-dedans quand même, vous avez des clés magiques hein, et vous avez un coffre avec des gemmes dedans. Ce n'est pas une version de luxe Kickstarter, c'est vraiment dedans. Qu'est-ce que donc? C'est une course, mes chers amis, une course aux joyaux parce que on va récupérer des joyaux dans ce coffre-là. Le but c'est d'être le premier à en récupérer un certain nombre en fonction du nombre de joueurs et donc on va récupérer des clés magiques sur le chemin. Pas toutes les clés ne sont magiques, il y en a d'autres, elles servent à rien, elles n'ouvrent pas le coffre, donc du coup ça va être un jeu un peu de chance et de probabilité. C'est-à-dire, à votre tour, c'est très simple, hop, vous lancez ces 3 magnifiques dés. Magnifique, mon tirage est superbe. Hop, je vais faire ça pour tricher. Quand il y a plusieurs valeurs, je ne peux en choisir qu'une seule et c'est le nombre de cases dont je vais faire bénéficier mon petit personnage qui, en fait, est le personnage commun. Hein. Tout le monde joue le même pion. Donc là, j'ai envie d'avancer loin, donc je vais utiliser mon 3. 1, 2, 3. Je pourrais m'arrêter ici et choper la clé et la tester. C'est très tentant. Hein, c'est tentant. Sauf qu'il n'y a que 3 clés de bonnes sur les 5 de chaque monde. Ok. Donc au début, bon, j'ai vraiment une chance sur... Non, 3 chances sur 5, c'est ça? Exactement. Ah, mes probabilités. Bon, je peux m'arrêter et essayer. Hop là. Oh, du premier coup. Je suis trop fort. En vrai, j'ai pas du tout mémorisé. Hop là, et je vais prendre autant de gemmes que la couleur où je suis. Donc je suis en violet. Donc je prends 2 gemmes. Ah, c'est pour ça qu'il est tentant d'aller plus loin. Eh oui, c'est plus rentable plus loin. Forcément. Voilà, je referme le coffre et je mets la clé qui marche sur ces petits porte-clés. Oui, c'est très bien fait pour pas qu'elles reviennent. Et oui, ça me nuise au fur et à mesure. Imaginons que j'avais voulu continuer parce que je suis ballsy. Je relance les dés, mais je n'ai le droit de relancer que les dés à valeur, c'est-à-dire que ceux avec ce petit dodo, ils sont pas relançables. Et si de part de vers moi, j'ai totalement que du sommeil, eh bien, je perds mon tour. Donc imaginons, hop, je continue. Ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. C'est fou. Hop, je continue à avancer, etc., etc. Si donc mon tour s'arrête parce que j'ai fait 3 dodos. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas revenir là. Et non, non. Le prochain joueur va continuer sa route depuis là où je me suis arrêtée. En ricanant et en se frottant les mains. Donc lui, il va pouvoir aller plus loin. Hop, il va aller plus loin et récupérer de plus en plus de clés, sachant que celle-là, la dorée, elle ouvre forcément le coffre. Et elle donne plein de diamants. Ah oui, alors celle-là, c'est comme ça que Alex il a gagné. Mais du coup, alors que si je m'étais arrêtée pour prendre la clé, hop, eh bien,
je retournais ici pour le prochain joueur. Donc vous avez beaucoup de prise de risque aussi. Est-ce que vous continuez au risque de perdre votre tour et pouvoir laisser avancer l'autre bien plus loin, ou est-ce que vous prenez le risque de prendre la clé, même si peut-être qu'elle va pas vous ouvrir de coffre. Voilà, voilà. Après, il y a plein de petites cases qui vous permettent de faire des trucs plus ou moins stylés, vous téléporter, jeter des clés pour renvoyer vos dés. Voilà, il y a plein de petits modules en plus, mais surtout, c'est un jeu de course et de prise de risque. On ne se lasse pas d'y jouer. Hein, les garçons, j'ai eu du mal à vous faire tourner le sketch. C'est trop bien, je vais jouer tout le temps. Ah, allez, je laisse la main. Hop là, je vais te voler ton micro. Hop. Et pourquoi je dis ça de cette manière-là? Parce qu'on a reçu les 3 voleurs. Ah, alors ça aussi, on l'avait vu à Cannes, et ça aussi, on s'était dit, mais alors trop bien. Moi, j'ai surkiffé. Me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Parce que le concept, il est simple, c'est limpide, et c'est le genre de jeu où je me dis, mais pourquoi j'ai pas eu l'idée avant? C'est juste trop bien. C'est juste très bien réalisé, avec une idée toute bête, mais très très bien réalisée. L'édition est top. Et comme d'habitude, quand tu te dis, mais qui a eu cette idée à chaque fois de jeu original? Eh ben, on tombe sur un des deux à chaque fois. Théo Rivière et Corentin Lebras. Il est incroyable ce Théo Rivière. À chaque fois, on dit tiens, mais il y a un paquet de chips et il y a qui dessus? Il y a Théo Rivière. Évidemment, c'est avec un autre auteur, j'ai oublié le nom malheureusement. Ici, c'est Corentin Lebras et Théo Rivière. Je ne sais pas qui a eu cette idée géniale et je pense qu'ils l'ont peut-être eu à deux, comme ça ils l'ont développé. C'est très très cool. C'est édité par Beat Towers et c'est distribué par Ozu. C'est un jeu mais tellement simple. Au début ici vous allez avoir des petites tuiles, je les ai pas toutes mises, mais il y a plein de petites tuiles avec à chaque fois 3 voleurs différents pardon, et chaque voleur a son petit prénom. Alors je les ai plus retenus, il y a Fred, Max, des trucs comme ça. Et chacun a en fait, donc au début ils sont tous face nuit, je sais pas pourquoi je les ai mis face jour. Au début vous les mettez face nuit. Oui, c'est ce qui me semblait. Et on voit les objets qu'ils ont récupérés. Et à chaque fois vous avez toujours un objet dans la main d'un voleur. Et à chaque fois il y a ça pour tous les types d'objets. Je crois qu'il y a 5 ou 6 objets différents. Le but du jeu sera de gagner ces petites loupes là. Dès que j'en ai 8, j'ai gagné la partie. Tour de jeu extrêmement simple. Là, c'est un jeu à partir de 5 ans. Donc c'est très simple. J'ai 2 gros dés ici. Un dé pour désigner les voleurs et un dé pour désigner les objets. Je lance les 2 dés. Donc dans mon exemple, j'ai quand même essayé de trouver un personnage qui est quand même présent, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on va faire ça par exemple. Voilà. On lance les 2 dés le plus vite possible. Il faut essayer de pointer le voleur avec cet objet. Et donc on regarde. Là, c'est facile. On le voit super bien. Hop, il est là. Je l'ai pointé, je gagne une loupe. Et là on dit bah c'est trop simple. Non, la petite originalité c'est que maintenant il est en jour. Et dans le jour, il le cache le petit objet. On le voit donc, encore, mais pas suffisamment. La même chose, mettons si je fais ça, et là on se dit mais c'est pas possible, il est où? Il est où? Et en fait il est caché, il est là. Et du coup je vais le repointer et je vais gagner une loupe. Et ensuite hop, il repart en nuit. Et ça fait tout le temps ça, ce qui fait que pendant la partie, vous allez avoir des choses qui vont se stimuler comme ça. Et donc du coup dès que vous allez lancer le dé, ça va dire oh bordel, lui il est là, il sait où? Et, c'est juste, mais c'est trop bien parce que des fois la mémoire on dit attends mais non lui mais j'étais visible avant, ah non mais non il est dans la nuit et c'est le jour, hop, et c'est trop bien, moi j'adore. Il y a des sensations mais je trouve ça incroyable alors que c'est simple, je vous ai expliqué le jeu, vous pouvez y jouer maintenant. C'est ultra simple mais c'est hyper efficace. Moi je le recommande pour des enfants certes, pour des adultes à l'apéro, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas, mais franchement ce côté recto verso, alors franchement il y en a ils les cachent mais on se dit mais c'est celui-là. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Non, je me suis planté. Je trouve ça trop bien. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Très très bon jeu les 3 voleurs. On continue toujours les jeux enfants parce qu'il y en a toujours des très très bien. Là on a été gâtés. Hein. Colline, les clés magiques. Là on a 3 voleurs. Là maintenant on a un petit jeu du coup qui est Voilà l'ours. C'est un jeu à partir de 4 ans. C'est un jeu qui va durer 10 minutes. C'est extrêmement simple. C'est un jeu coopératif. Ça fait très plaisir. Je vous montre le dos de la boîte, mais il n'y a pas, au final, grand chose du matos ici présenté. Donc je vais plutôt le retourner, c'est juste pour vous montrer un peu de 2 à 4 joueurs. Voilà, hop. Et ici, en fait, on le voit un peu mieux. Vous avez une moitié de plateau qui est présenté sur la boîte. C'est qu'en fait, autour du plateau, en fait, le plateau, il est formé de cartes qu'on met en cercle comme ça, de rond. Et on va placer l'ours à un endroit, et à l'opposé, donc vraiment à l'extrémité, on va avoir, nous, nos petits ratons laveurs qui sont en fait les gardiens du zoo parce que l'ours s'est échappé, il faut aller le récupérer et le remettre du coup dans le zoo. Et donc si jamais on le rattrape, on le capture, on le remet au zoo, évidemment, et si jamais c'est lui qui nous rattrape, bah, du coup on a perdu. Donc il faut faire attention à ses déplacements et notamment au déplacement de l'ours. À chaque tour, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir des jetons face cachée au centre de la table. Parmi ces jetons-là, vous aurez des traces de pas qui permettent de vous rapprocher de l'ours, mais il y a aussi un jeton ours qui fait que c'est lui qui va vous rattraper. Donc il faut faire attention à chaque fois, c'est un jeu de prise de risque. Et en fait, on va regarder les jetons, donc je suis le premier joueur, je vais dire, bah tiens, moi je veux révéler ce jeton. Hop, je le révèle. C'est une trace de pas. Soit je m'arrête, et dans ce cas-là, j'avance d'un pas,
parce que j'ai révélé un pas, soit je me dis allez, je continue, et pour chaque autre pas que je vais révéler, je vais avancer d'autant de cases. Donc ça me permet d'avancer plus vite. Sauf que parmi les jetons qui sont face cachée, il y a un ours. Donc du coup, si je pointe l'ours alors que j'ai révélé par exemple 2 pas, je révèle un pas, je révèle un pas, je me dis allez, je continue, je suis chaud, je révèle un ours, c'est foutu, c'est l'ours qui va avancer lui de 2. Donc il faut faire hyper attention jusqu'où en fait notre envie, en fait notre gagne, elle va nous amener. Une fois qu'on a fait ça, en fait on va choisir une carte sur le plateau, en fait, les cartes rondes, on la révèle et il y a un effet bonus qui va s'enclencher. Ça peut très souvent faire déplacer l'ours le plus vite possible. Et ce faisant, comme on retire la carte, on recrée le cercle. Et en fait, le cercle, petit à petit, va diminuer. Et à la fin de la partie, forcément, soit vous avez gagné, soit vous avez perdu. Si l'ours vous a rattrapé, vous avez perdu. Si vous avez rattrapé l'ours, vous avez gagné. C'est tout. C'est extrêmement simple. C'est à partir de 4 ans. Et j'aime bien ce petit côté, encore une fois de plus, stop ou encore. Je trouve que ça marche très bien à cet âge-là. On change complètement maintenant de prise de risque. Maintenant, on est dans la déduction. On est pour les petits enquêteurs à partir de 6, je dirais même 7 ans. 8 ans j'espère, parce que moi j'ai trouvé les enquêtes dures. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis nul, mais franchement c'est ça doit jouer. On n'est pas spécialement brillant à Unlock non plus. Hein. Non, mais ça va, on s'en sort un peu. Là c'est Unlock Kids, mais deuxième volet, parce qu'en fait vous aviez déjà reçu. Le premier volet c'était celui-ci, où en fait je rappelle, il y a toujours à chaque fois 3 histoires, mais chaque histoire comprend 2 enquêtes différentes. Donc en fait il y en a 6 à l'intérieur, ce qui est hyper cool en termes de rejouabilité, parce qu'évidemment c'est rejouable. À chaque fois dans les enquêtes, donc là on a des super thèmes aussi, il y a l'Égypte, il y a le Far West, et puis il y a la préhistoire. Donc ça c'est top. Et on va retrouver ici le même principe que dans l'autre, c'est-à-dire que maintenant vous n'avez plus d'application, vous avez juste des cartes qui vont se comboter, et à chaque fois pour remplacer l'application, vous utilisez en fait des objets qui eux aussi en fait ont des valeurs. Ce qui est très bien fichu dans les éléments de carte, c'est qu'une valeur dans un carré correspond à une carte, une valeur dans un losange correspond à un objet. Et donc à chaque fois vous dites, ah ok, là on débloque l'objet numéro 6. Donc l'objet numéro 6 c'est ça, c'est une clé. Ok, la clé elle a tel symbole. Ah mais si je la mets ici avec le cadenas, ça forme tel symbole. Et du coup vous regardez sur la carte, est-ce que ce symbole donne une valeur? Oui, ça donne le 9. Alors je vais chercher la carte 9, etc. C'est extrêmement simple, c'est vraiment un jeu. Alors je mettrai quand même à partir de 7 ans, parce que je trouve la réflexion pour moi sur les enquêtes un peu dure pour un enfant de 6 ans, mais s'il est drivé par les parents, ça va. Mais après, ça peut monter, mais il n'y a pas d'âge pour ce genre de jeu. Mais ça fait vraiment plaisir de voir le Unlock Kids. Moi, je le préfère mécaniquement aux autres, parce que déjà, on n'a pas cette application. Et puis, je trouve le raisonnement, des fois, est beaucoup plus immédiat. Et j'aime bien ce côté aussi de rejouabilité, parce qu'en fait, dans Unlock Kids, à la fin, vous avez un score avec des étoiles. Et des fois, on vous dit, bah voilà, tu as résolu l'enquête, combien as-tu d'étoiles? Bah, j'en ai 5, ouais, mais il y en avait 7 en tout. Aïe, aïe. Vraiment, des fois, quand on cherche les points bonus, quand on veut le refaire, on se dit, mais il est où? Et en fait, il y a vraiment des éléments qui sont super bien cachés par rapport justement au Unlock classique qu'on connaît. Et je trouve ça très très cool. J'aime beaucoup cette gamme enfant d'Unlock Kids. Je trouve qu'elle est très bien adaptée pour son public. Et coucou, un jeu qu'on attendait également beaucoup, c'est les Chroniques du Château d'Avel, qu'on vous avait présenté dans un focus sous le nom de Chronicle of Avel, parce qu'on savait pas trop comment ça allait s'appeler en français, ni même si ça allait s'appeler en français, tout simplement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on a fait un focus, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil au focus. C'est un focus qui durait pas très très longtemps, parce qu'il n'y a pas 1000 choses à dire, et pourtant il y a des choses très intéressantes dans ce jeu. C'est un jeu coopératif, familial, dans un univers de fantasy, où on va jouer des héros qui vont défendre le château d'Avel contre des hordes de créatures. Alors les hordes de créatures au début elles n'ont pas prévu de nous envahir, mais à un moment il y a le grand méchant qui arrive type Sauron, bien énervé, et lui il marche depuis l'autre bout de la contrée, il marche en direction de notre château, et là il va emmener tous les monstres avec lui, et leur but ça va être de détruire le château qu'on va essayer de protéger, voire mieux, on va essayer de détruire le grand méchant avant qu'il arrive au château. Donc première phase du jeu, il n'y a pas ce grand méchant. On va partir du château et on a chacun notre personnage. Hop là, ça ressemble à ceci, une fiche de personnage. Regardez, hop là, on en a fait une ici. Alors ça, c'est une partie qui date, c'est un personnage qui date d'une partie d'il y a un certain temps. Votre personnage, vous allez pouvoir le personnaliser. Il y a un aspect jeu de rôle, il y a un aspect personnalisation, et ça, c'est génial. On peut lui dessiner un petit look. Il est plutôt bien looké le mien, n'est-ce pas Alex? Oui. On peut lui donner un nom, on peut même dessiner son blason. Donc là moi j'ai utilisé quand même mes capacités de dessinateur hors pair voilà, pour le magnifier. On va pouvoir trouver de l'équipement dans le jeu, et cet équipement on va pouvoir le mettre sur le personnage comme ceci. Vous voyez, un emplacement pour une épée, clac, il y a un emplacement pour le bouclier, on pourrait lui mettre des bottes, on pourrait lui mettre un casque. Il y a plusieurs types de bottes, de casques, d'épées, de boucliers qui peuvent plus ou moins bien combiner les uns avec les autres, sachant que de base on va lancer des petits dés verts qui sont les dés les moins intéressants.
façon jeu de rôle, hein, vous voyez, il y a plein de dés de types différents, mais il y a des armes, des équipements qui vont vous donner, pourquoi pas, des dés plus puissants, vont permettre de lancer plus de dés. On va avoir nos points de vie ici, et puis on va avoir aussi notre sac, parce que admettons, si je garde, si je trouve un autre bouclier, je pourrais le mettre dans mon sac à dos à partir du moment où il tient. Donc il y a une gestion de l'encombrement qui est très cool. Si ça tient dans votre sac, ça tient dans votre sac. Et pourquoi pas ce bouclier que j'ai en plus, je pourrais éventuellement l'échanger avec un autre joueur, etc. Donc on va partir de notre château, on va aller explorer les différentes zones, puisqu'en fait à chaque partie on va mettre donc les hexagones un petit peu au hasard, hein. Il y a une manière de les poser, mais ils sont random pour la plupart. On va les explorer, on va pouvoir y trouver des monstres que l'on va combattre, ça va nous faire gagner, pourquoi pas, des objets, des pièces qui vont permettre de pouvoir faire des transactions, d'aller dans des marchés, d'acheter des pièges qu'on pourra aller poser sur le chemin du boss quand il va apparaître pour qu'il marche dans les pièges, pour que ça lui fasse des blessures, que ça le ralentisse. On va pouvoir aller dans des zones où on va couper du bois, on va aller travailler pour des gens qui vont nous donner de l'or qu'on pourra aller dépenser ailleurs. Donc on va essayer d'explorer au mieux la carte, parce qu'il y aura pas mal de choses, de petites interconnexions à faire entre les différents lieux pour pouvoir en bénéficier au maximum. Attention, on ne pourra pas non plus tout explorer, à moins d'être très très efficace, mais ça va pas être évident, parce que je vous l'ai dit, au bout d'un certain nombre de tours, il va y avoir le grand méchant qui apparaît, et là il faut être vraiment près de près. Donc si vous êtes complètement dispersé, ça va être compliqué, parce qu'il va falloir revenir sur son chemin, parce que lui il avance, je vous préviens qu'il avance, et puis là ça va être la grosse bagarre. Donc on est sur un univers jeu de rôle, très clairement, c'est pas spécialement narratif, mais par contre c'est très plaisant d'aller explorer le monde, d'aller découvrir des objets magiques, de combattre des monstres et d'essayer de s'en sortir. C'est pas facile du tout. Tu nous as pas cité les auteurs? Ah là là, les auteurs, je ne les ai pas cités. C'est pas du tout un piège. C'est pas du tout un piège. Eh bien, il s'agit de Przemysław Wojtkowiak et Bartholomew Kordowski. Il s'est entraîné. Voilà. J'ai lu pas mal de romans polonais dans ma vie, donc voilà, j'ai fini par m'y habituer. Et il s'est entraîné. On va suivre derrière le comptoir. Hop. On le fait à l'ancienne, voilà, on marche comme des clodos. Ça, c'est mon portable. Hop là. Et donc, jeu de rôle. Non. Oui, j'ai du jeu de rôle, mais il est caché, je t'appelle plus tard. Parfait. J'ai préparé moi aussi. Alors, derrière le comptoir, en nouveauté, on a aussi les 3 nouveaux petits cartzels. Voilà, vous avez la nuit étoilée, vous avez la foule et le labyrinthe. Chant dessus-dessous. Et non, je n'ai pas chuchoté, c'est vraiment le jeu de mots. Donc, les cartzels, je rappelle rapidement la mécanique. Vous allez avoir des cartes avec chacun leur univers qui sont recto-verso, qui sont des morceaux les uns des autres que vous avez posés les uns sur les autres en mode patchwork. Elles sont aussi recto-verso, donc en fait il y a des trucs qui collent et qui vont créer de différents paysages, différentes choses, et tout ça pour remplir des objectifs. Par exemple, réussir à créer un chemin entre le blaireau et son papa blaireau, et il va falloir agencer les cartes les unes sur les autres pour essayer de créer un chemin, ou refaire totalement le paysage. Ça dépend des missions. Donc voilà, c'est assez casse-tête et c'est très cool, ça fait puzzle casse-tête. Hop là. Oh, il y a la nuit étoilée, c'est trop cool. Ouais, la nuit étoilée, c'est trop bien. On a du Yu-Gi-Oh! Voilà, on a le Speed Duel GX, le paradoxe des partiels. Des partiels? Mais pourquoi ils invitent la licence là, le... Waouh! Attention. Comment il s'appelle l'autre? Comment il s'appelle? La légende des cristallines. Des bêtes cristallines. La légende des bêtes cristallines, mesdames et messieurs, incroyable. En vrai, elle est très cristal, mais c'est stylé. Ouais, c'est soft. Par contre, attention aux partiels, faut bien réviser les gars. Il y a le paradoxe des partiels. Ça fait moins rêver. On a une petite extension de Dilemme Express, extension déconseillée aux moins de 14 ans. Ça rajoute des nouvelles cartes de coupables, d'innocents et des nouveaux modificateurs bien glauques, bien gore, comme le jeu de base. Hop là. Ensuite, en parlant d'extension, j'ai aussi la petite extension de Sobek, 2 joueurs qui vont rajouter des des tuiles à double ressource, mais qui vont vous apporter beaucoup plus de corruption. Et en plus, vous aurez évidemment des nouveaux jetons de pirogue et des nouveaux aussi, comment on les appelle, les gens là. Les architectes. Non, ouais, les architectes. Ouais, les gens que tu peux embaucher quoi. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai en nouveauté encore? J'ai Pokémon. Attrapez-les tous. Bon, j'ai du Yu-Gi-Oh et Pokémon, j'ai les 2 grandes, voilà. Donc c'est les petites Pokébox de Noël. Voici avec les différents types de Pokémon que je ne me risquerai pas à énoncer. Hop. Et maintenant les nouveautés JDR. On commence par le plus cute. Antoine, à la rescousse.
Ok, alors me voici. Il s'agit de SPA Galactique, c'est un petit jeu de rôle pour jouer en famille, donc avec un adulte accompagnement et des enfants à partir de 6 ans. Et ils disent pour combien? Bon, ils disent à partir de un enfant, je pense qu'on peut jouer à relativement nombreux. Qu'est-ce que SPA Galactique? C'est la société protectrice des animaux, mais de l'espace. Est-ce que c'est pas trop bien comme thème? Et effectivement, eh bien, on va aller explorer des planètes grâce à notre vaisseau spatial. Et il y a des animaux qui sont en danger et on va les sauver, on va les soigner, on va empêcher qu'ils soient en voie d'extinction. Donc on a un petit bouquin comme ceci qui vous explique les règles très très simples. Et puis en fait, on va se laisser guider. C'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas spécialement besoin de préparation. L'adulte qui va faire le meneur de jeu va se laisser guider par ce qui nous est raconté. Donc voilà, il y a des petits diplômes de soigneurs, de sauveteurs d'animaux. Il y a des petites feuilles de personnages à découper avec des objets, etc. Alors, je trouve, très honnêtement, je vais le dire, que c'est pas le travail éditorial le plus dingue que j'ai vu de ma vie. Mais ça coûte 10 €. 10 €, c'est rien, franchement. Ouais. La proposition est géniale. Il y a un petit côté un peu kawaii de manga qui va vraiment parler aux enfants. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment un petit coup de cœur. Donc, ne vous laissez pas berner par ce petit côté souple. Franchement, pour 10 €, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'éclater en famille. C'est clair. Hop, next. Et la boîte d'initiation pour Donjons et Dragons, qui s'appelle les dragons de l'île aux tempêtes. Yes. Ah, je ne sais que vous dire là-dessus. Parce qu'en fait, avant, il y avait la boîte d'initiation de Donjons et Dragons. Puis après, Donjons et Dragons, ils ont dit non, c'est fini. La boîte d'initiation, c'est nul. Maintenant, il y a l'essentiel. Donc, on a eu l'essentiel. Et maintenant, on a l'essentiel et la boîte d'initiation. Bon. Je ne sais que dire sur cette gamme. Après, je peux vous dire rapidement ce qu'il y a dedans. Il y a une aventure, il y a des dés, il y a des personnages pré-tirés, ce qu'on ne trouve pas dans l'essentiel. L'essentiel est assez complet, mais vous dites par contre, si vous voulez des personnages, il suffit de les imprimer, ce qui est en soi une solution. Hein. Donc, regardez un petit peu quand vous passez à la boutique, comparez un petit peu les deux boîtes, parce qu'on va vous proposer les deux boîtes, tout simplement, dans un premier temps. Je sais pas, soit on va garder les deux tout le temps, soit on va ne garder que celle que vous préférez. Voilà, comparez un peu aux doses qu'il y a, parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes choses dans une boîte ou dans l'autre. Peut-être que les deux se complètent. Ouais, je pense que les deux doivent pouvoir se compléter. Bref, voilà. Et elle est à un prix de 20 €, donc le même prix que l'essentiel, ce qui est franchement pas cher, il faut l'avouer, pour une boîte d'initiation. Voilà donc pour les dragons de l'île aux tempêtes. Ok, merci Antoine. En autre nouveauté, on a Burger ACAP. Donc Burger ASAP, c'est as soon as possible, donc au plus vite s'il vous plaît. Oui, je suis bilingue, j'aime me vanter. C'est un jeu tout débilos, trop drôle, dans le même packaging que Ramen Fury et Packet Chief. C'est pour ça que c'est à côté de tous nos autres sous le bordel. Mais voilà, on a un comptoir alimentaire. Oui, nous vendons aussi de l'alimentaire, mes chers amis. Ici, c'est un burger, c'est de 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour 15 minutes de jeu. Vous allez avoir des cartes missions, enfin des recettes en fait, vous devez faire des commandes aussi vite que possible, à remplir avec vos cartes de burger. Donc on a tous les mêmes cartes de burger, de morceaux de burger, d'étages de burger. C'est juste que vous avez à votre couleur. Voilà, donc là c'est le joueur bleu en gros. Vous avez de quoi faire 2 burgers, toujours, parce que vous avez à chaque fois 2 hauts et 2 bas. C'est ça? Oui, c'est ça. Deux de chaque, merci. Vous avez des missions, des recettes, des commandes plus ou moins difficiles. Et après, on dit pré-feu go et tout le monde va essayer de composer les 2 burgers de manière correcte, le plus rapidement possible. Celui qui arrive, met stop. On vérifie s'il a bien agencé ses étages et si c'est le cas, il a gagné la manche. C'est pas facile. C'est super dur. Moi, tu me laisses 1 heure, j'y arrive même pas. Parce que des fois, vous pensez que c'est tout bon et à la fin, vous vous rendez compte que le pain qui vous reste, c'est pas le bon et qu'en fait, bien avant dans le processus, il fallait sacrifier une carte, il fallait disposer autrement. Voilà. Et oh là 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 là, j'ai eu le temps pour le mettre en place pour la photo Instagram. Et vous verrez sur la photo Instagram, c'est faux. J'ai eu 20 minutes dessus, j'ai bloqué, j'ai même pas réussi. Mais en gros, le twist, c'est que les cartes sont recto verso. En fait, oui. Et chaque morceau de carte en fait est recto verso et de l'autre côté c'est pas les mêmes ingrédients. Non. Donc c'est ce que disait Antoine. Il y a des cartes que vous allez devoir mettre de l'autre côté pour pouvoir débloquer un autre. Enfin, c'est un casse-tête rapide et drôle. Voilà, sous forme de petites boîtes de burgers extrêmement kawaii. Vous savez que les gens ils s'en fichent de tout ce qu'on est en train de raconter là, parce qu'en fait ils sont déjà partis à la fin de cette vidéo pour le fameux focus. Le fameux focus de Wingspan. Eh oui, mais c'est pas grave. On l'a ajouté au tout début. Ah bah oui. Je l'ai mis au tout début au montage. Donc oui, on ne l'a pas précisé, mais oui. En fait, les gens, ils n'ont pas du tout regardé. Donc ils sont plus là, on est tout seul. Ah là, on est tout seul. Ils sont partis à la fin de la vidéo, ils ont vu. Ouais, en même temps, je les comprends. Ils ont foncé. Et donc là, on peut raconter n'importe quoi. Allons-y. Bon, alors, j'aime danser le Mia. Non, c'est pas ça. C'est la débauche. Il y a quand même des gens qui vont regarder. Allez, à demain.
Bon, bah pour les bouseux qui restent, il y a ça, c'est le dernier truc que j'ai à vous dire, c'est le retour en stock de Dune Imperium. Mais bon, tout le monde s'en fiche puisque tout le monde s'est cassé. Au revoir Antoine. J'y vais moi. Ok. Voilà, l'extension de Dune Imperium, donc toute la famille de Dune Imperium est de retour, c'est-à-dire le jeu de base et la première extension à ce jour. Voilà, et ben maintenant je vous dis pas tout à l'heure parce que c'est les garçons qui vous présentent Wingspan Asie, mais vous êtes déjà tous en train de le regarder, donc tchuss. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Waouh Wingspan Asie. Alors ça c'est une sacrée exclue, on est bien content de pouvoir vous le présenter et d'y avoir joué. Et donc merci beaucoup à la team Matago qui nous permet de vous le montrer un petit peu avant tout le monde, on est bien content. Date de sortie, on ne sait pas trop, pas de date annoncée pour l'instant. C'est avant Noël, c'est prochainement, c'est courant fin d'année en fait. Si ça arrive en fin d'année tant mieux, si ça arrive plus tard c'est pas grave, on attendra le temps qu'il faudra. Alors Wingspan Asie, eh bien c'est toujours un jeu de Elizabeth O'Grave, c'est toujours illustré par Natalia Rojas et Ana Maria Martinez Ramarillo, j'espère que je le prononce bien, je sais pas, ça se trouve j'invente des accents, j'espère pas. Et donc c'est un jeu eh bien, pour 1 à 2 personnes, parce qu'il y a un automa, comme dans les versions précédentes de Wingspan, mais c'est surtout pensé pour être une version à 2. Alors surtout pourquoi? Parce que c'est aussi d'autres choses. Et là, je vais m'aider de la boîte parce qu'en fait, ce sont différentes choses avec plus ou moins un niveau d'importance. C'est avant tout un mode duo pour 1 à 2 joueurs. Donc, ce que je viens de vous dire, un jeu à part entière en fait. C'est également une extension parce qu'il y a de nouvelles cartes, 90 nouvelles cartes d'oiseaux qu'on peut mettre dans le Wingspan classique sans changer la manière dont on va le jouer. Et donc, on pourra jouer avec autant de joueurs qu'on le souhaitera, que le permet en tout cas la boîte de base. Par contre, c'est également un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode nuée qui permet avec le jeu de base de jouer à 6-7 joueurs. Donc, on trouve tout ça à l'intérieur de cette boîte. Le mode nuée, on va vous l'expliquer rapidement, puis ensuite on pourra un petit peu se focaliser sur le reste parce qu'il y a quand même des choses à dire. Le mode nuée en gros... Clairement c'est un moyen de jouer à 6 et 7 avec en gros 2 groupes. Vous utilisez le matériel ici avec une mangeoire et une pioche de cartes qui est unique pour un groupe. Donc mettons si on est à 6, on fait un groupe de 3, un groupe de 3. Exact. Il y en a 3 qui vont jouer avec une mangeoire et une rivière de cartes, et des 3 autres qui vont jouer avec une mangeoire et une rivière de cartes. En gros. Après, il y a le petit twist de la petite roue qui est là-bas. Oui, tout à fait, suivant le nombre de joueurs. Je te laisse éventuellement le peaufiner. Donc on vous a dit, la table va être séparée en 2 groupes. Si on est 6, on va prendre ce côté-là. Si on est 7, on va prendre ce côté-là. Et en fait, ça va déterminer qui est le joueur actif dans chacun des 2 groupes. Et donc par exemple, dans cette configuration, eh bien, c'est le joueur violet qui est dans un groupe qui va être le joueur actif, tandis que le joueur vert va être actif dans l'autre groupe, et donc vont jouer simultanément. Ça permet de faire des parties à 7 où on n'attend pas son tour pendant 25 minutes, a priori, puisque voilà, on va jouer de manière semi-simultanée, si on peut dire, juste avec cette petite roue qui va tourner à chaque fois. Donc, l'air de rien, c'est un petit gadget, mais il fallait y penser, et c'est très pratique, ça va permettre de fluidifier des parties. On pourra jouer à quand même relativement nombreux, 6 ou 7, c'est quand même beaucoup pour un jeu de cette ampleur. Oui. On va donc revenir sur le côté duo, parce que forcément c'est la grande nouveauté de cette boîte, et c'est ce qui nous a plu aussi. Alors en gros, la base, la strat, les fondations sont toujours là. On reste sur du Wingspan avec notre plateau individuel, avec donc des oiseaux différents, donc là 90 cartes oiseaux différents qu'on pourra aller piocher et jouer, des actions qui vont aller de manière exponentielle en puissance d'action. Par contre, comme d'habitude, on va perdre des actions pures, donc des possibilités à chaque manche, ce qui fait qu'à chaque manche, je ferai de moins en moins d'actions, mais de plus en plus puissantes. Bref. On est toujours sur un jeu d'optimisation pure. Jusqu'ici, rien n'a changé. La mangeoire, alors c'est plus la petite tour, mais on retrouve le principe avec les dés, les petits jetons, les œufs qui ne sont plus multicolores, mais enfin, c'est pas bien grave, puisque de toute manière, on les mélangeait rapidement. Par contre, heureusement, il y a une nouveauté. Cette nouveauté, elle est quand même top de top. Donc je te laisse faire, voilà, hop là, l'ajout de la caméra. On est de plus en plus high-tech, j'aime beaucoup. On va avoir ce plateau qui se nomme le plateau duo, parce qu'en fait, c'est le mode de jeu duo. Désormais, lorsque vous allez jouer un oiseau, donc vous allez ajouter un oiseau sur votre plateau grâce à l'action jouer un oiseau, et bien vous allez mettre un petit jeton duo comme ceci. Donc il y a un joueur yin, il y a un joueur yang, blanc et noir, ça c'est plutôt cool. Alors on a envie de les associer ensemble, non on ne peut pas, parce qu'en fait quand on va aller se poser sur un emplacement du plateau, on va le bloquer pour l'autre adversaire. Pour poser sur l'emplacement du plateau, il va y avoir un prérequis. Ça va être très simple, on va faire un exemple. Admettons, je joue moi le coq doré dans mon plateau. Très bien. Je le joue donc dans la zone forêt et je vois que je peux payer avec céréales plus chenilles. Je paye céréales plus chenilles, c'est très bien, je les ai. Et le petit yin, donc le petit jeton blanc qu'il y avait, eh bien je vais pouvoir aller le poser
sur le plateau dans la zone forêt. J'ai fait tomber la boîte, tout va bien. Très bien. Et comme j'ai utilisé une chenille, admettons, je pourrais me mettre ici. En fait, ça c'est un prérequis. S'il y avait un autre prérequis qui fonctionnerait, je pourrais me mettre ailleurs. Hein. Mais moi, je choisis celui-ci. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, ça me permet de me connecter à un autre jeton m'appartenant. On va essayer de faire des zones. On va essayer de connecter des jetons ensemble pour faire la plus grande zone possible, parce que votre plus grande zone fera marquer autant de points qu'il y a de jetons dans cette zone. Mais surtout parce qu'il y a un petit bonus ici. Et là, je vais pouvoir aller récupérer une nourriture dans la mangeoire. Donc, le but, ça va être d'essayer de connecter vos jetons. Ça va être de récupérer des bonus au moment où ça va être le plus utile. Oui. Mais surtout, on a pu voir qu'en bas de ce plateau, il y avait des objectifs de fin de manche. Et ben voilà, on va jouer 4 manches, donc 4 manches à la fin de chacune desquelles on va regarder qui est en majorité. Alors c'est des majorités mais pas toujours. Oui. Mais par exemple, tout simplement, la manche 1, on va regarder qui est en majorité pour le coup dans la zone de forêt, donc dans la zone Yo. On va plutôt essayer de trouver des oiseaux qui vous permettront d'aller vous poser dans cet endroit-là avec les prérequis. Le joueur qui va être en majorité va poser un de ses jetons, donc admettons c'est moi, je me mets ici, ouais. Son adversaire va se mettre en bas, on voit que ça fait 2 points pour moi, 0 points pour mon adversaire, et ensuite on fera ça pour les manches suivantes. Et en plus de ça, ça va déterminer qui sera le premier joueur de la manche suivante. Et ces jetons, il y en a pas non plus des 100 et des 1000, mais il y en a suffisamment. En plus de ça, ils sont double face, autant vous dire que ça va permettre une grosse rejouabilité. Et suivant les oiseaux que vous jouez de toute manière et suivant votre stratégie sur votre plateau individuel, ça va tout changer. Ouais, j'appuie sur le fait qu'il y a quand même quelque chose de bien pensé qui sont les... On l'a vu, on avait joué avec ça au début, les tours qui sont préconstruits. En fait, ils ont fait ça notamment, il y avait déjà ça dans Route aussi. En fait, vos 4 premiers tours sont scriptés. Ce qui est bien fait, c'est qu'en fait, on vous dit de prendre tel oiseau pour débuter la partie. Ils sont marqués en plus avec une petite icône, on verra peut-être pas forcément là. Ils ont les coins mais rouges. En gros, voilà, on les voit très bien ici. On les trouve facilement dans le paquet de 90 cartes. Un jour on prend 3 spécifiques, l'autre jour on prend 3 spécifiques, et après le tour 1 est pré-mâché, on vous dit jouez l'oiseau ici en dépensant tel truc, posez ça là. Vous cherchez pas trop à comprendre, et petit à petit en fait la mécanique de Wingspan de base, elle vous devient déjà très limpide, ne serait-ce qu'en 2-3 tours. Et ça c'est très cool en fait de pré-mâcher le travail, on avait vu ça aussi sur Twilight Inscription, qui est hyper efficace, parce qu'au final on joue sans comprendre ce qu'on fait, et c'est une fois qu'on a fait nos 4 tours qu'on se dit ok ça y est, ok j'ai pigé la méca, et du coup maintenant je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Donc ça c'est je trouve un très beau travail aussi en termes d'édition, c'est assez efficace comme outil. Je sais pas si tu voulais rajouter autre chose peut-être. Bon, il y a des petites nouveautés évidemment, c'est une extension, donc oui. Les 90 nouveaux oiseaux que vous voyez, c'est pas des copier-coller des oiseaux existants, c'est fou après autant d'extensions. Ouais. D'arriver à trouver encore des oiseaux et qui en plus sont thématiquement raccord avec ce qu'est l'oiseau dans la vraie vie. Bien sûr. Ils arrivent toujours à nous intéresser aux oiseaux parce qu'il y a toujours le petit texte d'ambiance, etc. Les prérequis sur les plateaux donc, vont faire référence à des choses qu'on avait déjà vues dans le jeu auparavant. Donc moi, je vous ai donné en exemple la nourriture classique, on connaissait, mais il y a par exemple désormais l'orientation de l'oiseau. Oui, oui, parce qu'en fait, vous regardez toutes les cartes de Wingspan, votre oiseau va regarder à droite ou à gauche. Et bien sur le plateau du haut, ça peut être un prérequis. Donc on va vraiment réfléchir autrement quand on va faire nos tours, en plus de devoir gérer notre stratégie habituelle. Ça c'est vraiment le petit plateau là, c'est tout bête, mais c'est vraiment un énorme plus dans Wingspan, parce qu'en fait ça vous demande, par rapport aux manches, à vous placer à des endroits qui dépendent des oiseaux que vous allez récupérer. Je trouve que c'est hyper malin en fait. Je pense pas que c'est aussi appuyé dans les autres, j'ai pas l'impression. Non, là on est sur un gros casse-tête en vue, très clairement. Les premières parties, les joueurs vont un petit peu l'ignorer. Enfin, c'est possible que les joueurs l'ignorent. Je pense que très rapidement on se rend compte qu'il y a des points à faire. Oui. Là, complètement. Il y a du gros point à faire. Surtout quand tu l'as montré là sur ton exemple, tu gagnais un bonus quoi. Et ne serait-ce que ce petit bonus là, si vous arrivez à les coupler avec des points de victoire en plus, ça peut être vraiment astronomique en termes de points en tout cas pour vous. J'ai l'impression qu'on a tout dit, en tout cas on a dit ce qu'on souhaitait vous dire pour rester dans ce format court, parce que une fois de plus c'est un jeu très complet, donc à la fois un jeu pour deux, une extension et un nouveau mode de jeu pour jouer à plus nombreux. On a tout dit, bref, c'est parfait, on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.